c'est peut-être moi qui dois me mettre là pour cliquer sur les... Pierre, tu Ouais, me dis et puis je d'accord. clique. Ok. Coucher. Je mets pas les lunettes, comme ça j'ai le flou artistique pour être moins stressée par tous ces gens. C'est bon. Alors bonjour à tous. Il y a un petit écho. C'est bon? Parfait. Donc on est ici pour rencontrer une illustratrice de jeunesse qui est aussi auteure sur certains ouvrages, Vanessa Ayé. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation, d'être là avec nous. Vous. Merci. Nous sommes ici avec un profil de public un peu particulier. C'est des enseignants du premier degré, plus particulièrement du cycle 2, donc du CP au CE2. Et c'est une formation qui est en 2 temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous rencontre, on découvre votre travail et toute votre actualité. Et puis, dans un second temps, il y aura 3 heures de formation à partir, en lien avec vos ouvrages en tout cas, pour avoir des pistes pédagogiques sur comment rebondir par rapport à toutes ces informations dans la classe. Voilà. On va commencer directement. On a prévu plusieurs parties et on s'est dit qu'on ferait un temps de questions-réponses à la fin de chaque partie pour ne pas attendre la toute fin de l'intervention, que ce serait un petit peu plus, convivial. Et voilà. On va commencer par vos ouvrages, découvrir un petit peu ce que vous avez fait, parce qu'il y a, en sondant un petit peu, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas forcément votre travail. Enfin voilà. Donc ce sera l'occasion de le découvrir. Je vous laisse présenter. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc voilà, j'ai apporté quelques ouvrages, plutôt des ouvrages récents, parce que moi ça fait assez longtemps finalement que je suis illustratrice. Ça fait pas loin de 25 ans, je crois. Voilà. Donc j'ai pas mal publié, du coup, en 25 ans, on a le temps de publier pas mal de choses. En général, je fais 1 à 2 albums par an, voilà. C'est mon rythme de croisière. Avec le Covid, le rythme de croisière a été un peu bousculé, donc je me suis retrouvée à faire 4 albums en 2020. Là, c'était un peu chaud pour moi. Voilà. Donc là, j'ai apporté une petite sélection d'albums récents, qui sont tous à peu près dans les 3-4 dernières années. Donc on va peut-être commencer par un Pont des Arts, puisque voilà, on est à Canopée ici, et donc Canopée a fait un partenariat avec une collection qui s'appelle Pont des Arts. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent peut-être. À main levée pour ceux qui sont présents. Pour savoir s'il y en a qui connaissent. Oui. Très peu finalement. Donc c'est en fin de compte, le principe de cette collection, Pont des Arts, qui est aux éditions L'Élan Vert, c'est de partir d'une œuvre d'art qui fait partie du patrimoine. Ici, c'est un tableau de Matisse. Et on passe commande à un auteur et à un illustrateur pour qu'ils inventent un album dans lequel on va trouver, qui va faire écho en tout cas à l'œuvre, que ce soit dans le style graphique, et puis au niveau de la narration, c'est assez libre, mais en tout cas, il faudra que ça s'inscrive dedans. Et donc, il y a énormément d'ouvrages, et il y a eu un partenariat avec Canopée qui fait qu'il y a pour certains ouvrages, pas tous, mais il y a des dossiers pédagogiques qui sont déjà montés, qui sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'éditeur et qui permettent, et il y en a ici également dans la salle. Chouette collection. J'adore parler de cette collection. C'est une collection que j'aime beaucoup, qui a, je pense que le premier, il est ici, il s'appelle le Tamafumoir, La magie sorcière et le Tamafumoir. C'est un texte d'Hélène Kérélis. C'est un peu elle qui est à l'origine de cette collection. C'est marrant, le début de cette histoire, en fait, c'était, elle avait ses enfants petits et elle se demandait comment leur faire découvrir des artistes, des œuvres d'art, voilà. Et du coup, elle s'est dit, je vais emmener mes enfants au musée, je vais leur montrer des tableaux. Et elle écrit et elle a commencé à inventer des histoires en partant des tableaux. Au départ, c'était vraiment très axé peinture. Maintenant, ça s'est vraiment diversifié, la collection Pont des Arts. Et du coup, voilà, Hélène a écrit, c'est un des premiers de la collection Pont des Arts, qui est sorti sur Miro. Et le but du jeu, du coup, pour l'illustratrice que je suis, c'est pas de faire du sous-Miro, parce que voilà, mais c'est plutôt, alors là, par exemple, celui-ci, c'est un tableau
Déjà, le point de départ, je pense, pour l'illustrateur, c'est d'avoir une affinité avec l'artiste, hein, bien sûr. Voilà, donc là, c'était le carnaval, voilà, le carnaval d'Arlequin. Alors Miro, moi, c'est un peintre que j'aime énormément. Et voilà, et donc Hélène est partie, elle, de ce tableau. Elle a piqué des éléments dans le tableau pour créer une histoire avec des personnages. Et moi, j'ai illustré le texte d'Hélène, voilà. Donc avec les personnages qu'elle a créés. Mais tout ce que j'aime beaucoup dans cette collection, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de s'emparer un petit peu de l'univers du peintre. Alors ça peut être ses couleurs, ça peut être... on ne va pas regarder qu'un seul tableau, mais quand on est illustrateur, ce qui est intéressant, c'est que justement, on va s'intéresser à tout ce qu'a créé l'artiste dans sa vie. Moi, j'aime bien lire beaucoup de choses quand je fais un pont des arts autour de l'artiste pour savoir quelle était sa vie. Aller voir aussi ses dessins, pas que ses peintures. Donc voilà, j'en ai fait pas mal finalement qui sont dans cette collection. C'est une longue collaboration avec l'éditrice de Elenvers qui s'appelle Amélie Léveillé. Et donc, c'est aussi illustratrice que je suis, c'est qu'au fur et à mesure, on commence à bien se connaître avec l'éditrice. Et moi, je peux aussi avoir certaines demandes aussi, donc je peux lui faire des propositions. Donc, je sais que par exemple, celui que je vous ai apporté, là, La perruche et la sirène, on avait parlé de Matisse beaucoup, et moi, c'est un peintre que j'aime énormément aussi. Et puis là, j'ai travaillé avec une autrice qui s'appelle Véronique Masseneau, avec laquelle j'avais déjà travaillé sur un pont des arts autour de Picasso qui s'appelle Les Trois musiciens. Donc, on se connaît bien avec Véronique et on aime bien travailler ensemble. Et voilà. Et donc Véronique a choisi le tableau. Elle a toute liberté pour choisir sur quelle œuvre elle voulait travailler. Mais ensuite, voilà, moi je suis, comme vous pouvez le voir, ce tableau, ça fait partie des œuvres de Matisse qui sont les œuvres de sa fin de vie. En fait, c'est une œuvre qu'il a peinte. C'est un peu lui qui a inventé le principe des gouaches découpées, parce qu'il a fait ce tableau quand il avait à peu près 80 ans. Donc il était très malade, il était le plus souvent alité, et en fait, il ne pouvait pas arrêter de créer. Donc il a inventé ce processus de gouache découpée, c'est-à-dire qu'il avait des assistants, et il peignait des fonds, il découpait ses formes, et avec ses assistants, il faisait coller... Voilà, il faisait coller ces formes découpées sur une grande toile. Cette grande toile, il faut savoir qu'elle fait presque 7 mètres de long, hein, donc elle est... Voilà, on s'en rend pas bien compte dans le livre, hein, bien sûr. Donc voilà, Véronique, là, Véronique Masseneau, elle est partie donc de ces deux petites figurines. La perruche à sirène, c'est le nom du tableau. Hein. Donc cette perruche et la sirène, qui sont, comme vous pouvez le voir, plutôt abstraites là dans le tableau. Mais du coup, voilà, nous, on a fait une histoire avec des vrais personnages, donc une vraie sirène, une vraie perruche, et donc l'histoire est, voilà, on n'est pas dans le domaine presque de l'abstraction que peut évoquer le tableau. Hein. On est dans une vraie histoire avec vraiment des vraies images. Et moi, ce qui m'a intéressée dans cet album-là, c'est que moi, je travaille vraiment en ce qu'on appelle en traditionnel, hein, donc je travaille avec de la peinture, et je travaille aussi en découpage et en collage. Donc c'est pour ça que Matisse, ça m'a beaucoup parlé en fait de travailler sur Matisse et sur cette période-là de la vie de Matisse, parce que moi, je peins des fonds et je les découpe et je fabrique mes illustrations en papier découpé. Voilà. Donc c'était vraiment... là, je me suis régalée, et tous les originaux, donc tous les fonds ont été peints, découpés et collés à la manière de Matisse, on pourrait dire. Voilà. Donc c'est collection Pont des Arts, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Et puis j'ai aussi, comme je vous disais, avec Amélie Léveillé, donc l'éditrice. Ensuite, voilà, au fur et à mesure qu'on se connaît depuis des années. Et on a parlé du fait aussi, en tout début, là, que j'étais
autrice. Enfin, voilà, je ne me considère pas vraiment comme autrice parce que voilà, j'ai écrit très peu d'albums, mais c'est plutôt pour moi mon texte est vraiment au service de mon image. Hein. C'est vraiment, moi je suis avant tout illustratrice, donc pour moi moi je m'exprime avec le dessin et quand j'écris un texte, c'est pour accompagner ce que j'ai raconté en images. Hein. Donc ce sont des textes en général assez courts. Voilà. Et là j'avais proposé à Amélie de travailler sur l'Égypte ancienne et sur les chats. Donc là, je me fais vraiment plaisir parce que l'Égypte ancienne, j'adore, et les chats, j'en ai dessiné à peu près 350 000 depuis que je suis née. Hein. Donc je crois que c'est le truc que j'ai dû le plus dessiner dans ma vie. Voilà, donc là c'est un album, c'est aussi la collection Pont des Arts, mais là on a fait un album plus petit parce que c'était vraiment adressé là, pas en première lecture on va dire. Hein, donc il y a un texte voilà, très court, comme je vous ai dit, et puis un format plus petit. Et là, on est vraiment dans le côté onirique. Hein, l'idée, c'est pas de faire une étude documentaire hein, sur l'Égypte ancienne. Voilà, il y a des très bons albums documentaires pour ça. Là, c'est vraiment le principe, c'est raconter une histoire. Hein, voilà, et mettre l'enfant dans le... Voilà, plonger les lecteurs, les petits, dans l'univers voilà, les bords du Nil avec les chats, voilà, qui étaient considérés comme des divinités. Et puis à la fin, toujours le principe de Pont des Arts, là c'est très court, puisque encore une fois c'est pour les petits, et à la fin il y a une toute petite partie documentaire sur voilà, un petit texte très court, très simple, pour expliquer aux enfants voilà, d'où sort cette statue, pourquoi, voilà, qui est le principe de Pont des Arts. Il y a voilà. l'album, Voilà. il y a l'œuvre qui est enfin, comment dire, imprimée, on va voilà, dire. Il y a et puis un petit documentaire voilà. explicatif. Et maintenant, il rajoute aussi une partie sur la démarche de l'auteur et la démarche de l'illustrateur. Ce qu'ils appellent la marmite des auteurs. Ce qui est sympa, je trouve, donc il y a une partie voilà, un peu biographique de l'artiste, et puis ensuite, entre l'auteur et l'illustrateur, on se partage une page ou une double page pour expliquer notre démarche en tant qu'auteur et en tant qu'illustrateur. Donc moi, je trouve ça intéressant aussi à raconter. Et je sais que j'interviens beaucoup en classe et que, oui, c'est souvent des questions qu'on a, hein, comment tu travailles, pourquoi tu as fait ça comme ça, et qu'est-ce qui t'a plu. Voilà. Donc ça permet déjà d'avoir une première réponse, une première approche de notre façon de travailler. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour Pont des Arts, grande parenthèse pour Pont des Arts. Et puis voilà, je vous ai apporté d'autres albums qui sont là. Moi je ne travaille pas avec un éditeur particulier. Moi je vais... Illustrateur, c'est un métier où on est très solitaire en fait. Hein. Moi, je travaille chez moi, donc si je ne sors pas de chez moi, je ne vois personne de la journée. Donc j'aime bien, ce qui est super dans ce métier, voilà, c'est de rencontrer, aller à la rencontre des auteurs, aller à la rencontre des éditeurs aussi, et travailler. Moi, j'aime bien travailler avec différentes maisons d'édition, que ce soit des grosses maisons d'édition, comme il y en a beaucoup, ou des toutes petites maisons d'édition, comme À Pas de Loup, par exemple. Voilà. À Pas de Loup, c'est une éditrice qui est belge. C'est une toute petite maison d'édition, mais qui monte, voilà. Et là, c'est un texte, j'ai travaillé là avec Thomas Scotto. Peut-être certains d'entre vous connaissent, parce que Thomas Scotto, il écrit énormément pour la jeunesse. C'est un auteur de grand talent que j'aime beaucoup. Et là, c'est un texte qu'on m'a proposé. Donc Thomas avait déjà écrit son texte, il l'avait proposé à l'éditrice de À Pas de Loup, et moi, voilà, j'ai pas rencontré, enfin Thomas je le connais, mais je n'ai pas, c'est pas lui qui m'a proposé directement son texte, hein. C'est l'éditrice là qui m'a contacté pour me proposer d'illustrer ce texte-là. C'est plutôt un texte un peu comme son nom l'indique, hein, le roi de la blague. C'est plutôt un texte très léger, voilà. Donc ça part. En fait, lui, il est parti d'une histoire que lui racontait sa mère, sa maman, quand il était tout petit. Et c'est une histoire qu'il racontait, alors là c'est lui qui m'a raconté tout ça, qui raconte quand il intervient dans les classes avec les tout petits et qui fait beaucoup rire les petits. Donc du coup il l'a transposé en album. Donc là, voilà, moi là ça me permet, moi je suis très libre là quand je travaille sur un texte comme ça.
C'est-à-dire que c'est moi qui découpe le texte, je vais choisir le nombre de pages, je vais choisir le format du livre, voilà, disons que je m'empare du texte et je vais proposer. Voilà. De toute façon, un album, hein, quand on commence à réfléchir sur un album, c'est toujours au départ une proposition. Hein, c'est ce que j'explique aussi aux enfants quand je vais dans les classes. Hein, je leur montre plein de livres, je leur dis, vous voyez, ce livre-là, il est très grand, il y a beaucoup de pages. Ce livre-là, il est plus petit, il n'a pas du tout le même format. Mais ce sont deux histoires. Et ce sont des choix que j'ai faits, moi, pour raconter l'histoire. Ça aurait pu être, avec un autre illustrateur, complètement différent. Hein. C'est toujours, quand on fait un album, c'est toujours un ensemble de choix qui vont nous guider dans ce qu'on pense être la meilleure... la plus chouette réalisation, quoi, la meilleure réponse en tout cas. Hein. Moi j'aime bien expliquer aux enfants, parce que je sais que dans les classes, ils ont souvent tous des cahiers de poésie, hein, donc, et ils ont les mêmes poèmes à illustrer, et je leur dis, vous voyez, quand on s'y joue vos cahiers de poésie, vous allez tous avoir, avec le même poème, tous vos dessins vont être différents, parce qu'en fait vous allez illustrer avec ce que vous êtes au fond de vous, avec... ce que vous avez vécu, ce que vous aimez. Donc tous les dessins sont différents. Un illustrateur, c'est pareil. Hein, on donnerait le même texte à 36 illustrateurs, on aurait 36 albums différents. C'est ça qui est chouette, hein, d'ailleurs, je trouve, dans l'illustration, c'est que vraiment, nous, on s'empare d'un texte et on raconte avec des images. Voilà. Parce que des images, voilà, c'est aussi... Dessiner, c'est raconter en fait. Hein. Donc voilà. Donc Le Roi de la blague. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres albums? Celui-là, je l'ai apporté parce que je voulais on m'avait demandé de faire un petit focus sur un album qui me tient à cœur. Donc je voulais vous parler de cet album, La Dame à la licorne, qui est au seuil jeunesse. Donc ça, je le garde un petit peu de côté. Un autre éditeur qui s'appelle Motus Éditions. Pareil, c'est pas une grande maison d'édition, mais elle existe depuis pas mal d'années déjà, je crois pas loin de 20 ans aussi. Hein. Et donc là, ce sont des albums qui... Là, c'est Le Petit Chapon rond rouge, un texte de Claude Marie qui m'a beaucoup plu. Ça, c'est pareil, c'est une proposition, ça. On m'a confié, on m'a proposé ce texte qui appartenait déjà à une collection chez Motus, mais de romans. C'était des livres poches en roman et illustrés par les auteurs eux-mêmes. Et en fait, ils ont eu envie de refaire les meilleurs textes, en fait, ceux qui préféraient au sein de la maison d'édition. Ils ont voulu en refaire ce qu'on appelle des beaux albums, voilà, donc albums en couleur. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai été très libre aussi de choisir le format, le nombre de pages. C'est un texte que j'aime beaucoup et qui fonctionne très très bien en classe. C'est un texte sur le rejet de la différence. Donc ce petit poussin qui naît dans une basse-cour avec une maman très aimante, en fait, il se fait rejeter dans la basse-cour parce qu'il est un peu grassouillet, il rougit très facilement, donc tout le monde se moque de lui. Les poules sont affreuses, voilà, vous voyez les méchantes poules, je ne sais pas si on les voit bien sur la caméra, hein, mais... Les méchantes poules se mettent à l'appeler le petit chapon rond rouge parce qu'on le trouve trop grassouillet, trop rouge, trop efféminé, trop tout, quoi. Voilà. Et ce petit chapon, je me suis régalée déjà à le dessiner. Hein. Voilà, j'ai apporté, je peux peut-être vous montrer en même temps. J'ai apporté mon carnet. Voilà, moi je travaille dans des carnets de croquis. Et je voulais vous montrer les premières esquisses. Voilà, ce sont les premières esquisses du petit chapon. Voilà, moi, c'est vraiment le point de départ en fait quand je travaille sur un texte, quel qu'il soit. Hein. La toute première chose, moi, c'est de partir du texte et je lis avec mon crayon et voilà, je commence à partir quoi, dans mon petit monde. Dans l'histoire, je me laisse emporter, c'est-à-dire que là, les premières esquisses dans mes carnets, là, c'est vraiment... c'est presque comme les dessins, vous savez, quand on est au téléphone, hein, on se laisse aller, un dessin en amène un autre,
on essaye de pas trop se restreindre et on dessine, et puis c'est comme ça que viennent les idées, c'est comme ça que vient l'inspiration. Donc voilà, ça c'est les toutes premières petites esquisses de ce livre-là, le petit chapon rond rouge avec les personnages de poules. Alors, comme vous pouvez les voir, au début je les avais beaucoup plus habillés en fait, je les avais beaucoup plus personnifiés en fait, mes personnages. Et puis finalement, il n'y a que la maman poule qui reste avec son petit foulard de maman poule, mais sinon on est vraiment... voilà. J'ai essayé de les personnifier parce que je me suis vraiment amusée à leur donner à ces poules vraiment des airs de poules pas sympas, je vais vous montrer. De méchantes poules. Voilà. Espèce de garce, hein, on peut dire, voilà. Donc ça me plaît beaucoup, en fait, dans l'illustration. C'est vraiment Moi, j'aime beaucoup travailler les expressions des personnages dans mes images. C'est vraiment une chose que j'adore faire. Voilà, donc ces poules, voilà, je leur ai donné des airs un peu... des expressions un peu humaines, hein, en fait, voilà. Donc ce livre-là, voilà, le petit chapon rond rouge. Et je vous dis, voilà, j'aime beaucoup parler de cet album-là en classe parce que voilà, on parle beaucoup de harcèlement hein, en ce moment. C'est tout à fait d'actualité, si on peut dire. Enfin, si tant est que ce soit seulement l'actualité maintenant, je crois que c'est un peu tout. Hein, voilà. Donc je sais que il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par ce livre et ça permet d'aborder ce sujet justement en classe, de discuter avec eux. Et c'est un bon support, je trouve. Surtout que ce petit chapon, en fait, ça se termine plutôt assez bien pour lui parce qu'il rencontre le loup. Il rencontre le loup, mais comme le loup le voit rougir, il se dit « Ouh là là, ça me rappelle un truc rouge dans la forêt qui se baladait, puis ça a mal fini pour moi. » Donc finalement, voilà, au veillé des loups, il a entendu parler d'un truc tout rouge dans la forêt, et du coup, il va s'en aller sans même que ce petit chapon... n'ait eu aucun problème, et du coup il va devenir un peu le petit chapon va devenir le héros de sa basse-cour. Voilà, hein, il va devenir le héros de la basse-cour. Donc ça va plutôt bien se terminer pour lui. Et il va se retrouver à la fin, nez à nez, avec la méchante poule grise, qui est la plus affreuse des poules de la basse-cour. Et en fait, il la remercie à la fin, et voilà, il lui dit « Je te remercie », et la poule est très étonnée, elle lui demande pourquoi. Et en fait, le petit chapon lui dit « Ta méchanceté m'a rendu fort ». Voilà, c'est la fin de l'album. Voilà, donc j'aime beaucoup cette histoire. Alors, je voulais vous montrer aussi les 10 petits lapins. Alors ça, les 10 petits lapins, ça fait partie des albums que j'ai écrits et illustrés. Donc là je suis vraiment partie d'une envie de dessiner des lapins. Voilà, un album peut partir d'une envie assez basique et assez simple. J'aime dessiner les lapins, j'avais envie de dessiner des lapins, j'avais envie de faire un album plutôt léger, même très léger, voilà. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas un album à compter pour les petits. Voilà, un album à compter, c'est un peu un classique de la littérature jeunesse, hein, donc il y en a plein, hein, des albums pour apprendre aux petits, voilà, à compter, à décompter. Il y a plein de supports différents, voilà. Donc mon idée, c'était d'être assez légère et de faire un album un peu surprise avec du suspense. Donc j'avais envie de faire peur aux enfants parce que je sais que les enfants aiment avoir peur, mais je ne voulais pas les traumatiser non plus. Donc dans mon idée, j'ai commencé à dessiner mes lapins. Je voulais que mes petits lapins, ils soient... alors ça, c'est aussi un peu un fil conducteur de mes albums. Moi, j'adore dessiner les animaux depuis toujours. Hein. C'est vraiment la chose que je dessine toujours, tout le temps. Et j'aime bien personnifier les animaux. Voilà, j'aime bien. Souvent dans mes albums, les animaux sont personnifiés. Donc là, ils sont vraiment personnifiés puisque ces petits lapins ils sont habillés. Voilà, ils vont à l'école. Et il y en a 10. Et page après page, ils vont disparaître.
Voilà, donc ils sont sur le chemin de l'école. Là, je me suis vraiment amusée à les habiller comme tous les petits écoliers que vous avez dans vos classes, hein, avec des cartables différents, des vêtements différents. Tous les lapins sont différents. Ils sont bien reconnaissables chacun. Et puis voilà, sur le chemin de l'école, il y en a un qui disparaît à chaque fois. Et j'avais envie de faire un album avec... donc je vous ai dit, c'était une surprise. C'est un peu comme une comptine. Le 10e petit lapin est toujours à la traîne. Par exemple, celui-là, il a son lacet défait. Et hop, il va disparaître. Et quand on ouvre la petite... le rabat, merci. Quand on ouvre le rabat, le lapin a disparu. Il reste un petit détail qu'on avait vu sur le lapin. Voilà, là sont les chaussures. Et puis on aperçoit une bestiole de la forêt dont on sait qu'elle mange les lapins. Voilà. Donc l'idée, c'est de commencer à faire un peu peur aux enfants, de se dire « Oh là là, ces lapins tout mignons, là, ils se sont fait dévorer ». Mon texte reste très léger, hein, je ne veux pas non plus traumatiser les enfants. Voilà. Donc mes lapins disparaissent. Voilà. Donc à chaque fois, comme c'est pour les tout petits, on a aussi joué avec la mise en page, le texte. Voilà, il reste 6 petits lapins. Ce petit lapin là, hop, là il a disparu, il reste sa casquette. On se demande où est-ce qu'il est passé, s'il est dans l'arrosoir, s'il est caché, s'il a été mangé. Un des derniers lapins, là ils sont plus que 3. Vous voyez, il y en a 2 qui courent, qui ne regardent pas ce qui se passe derrière eux. Le dernier, il a perdu son ballon devant une grotte et on imagine qu'il va se faire peut-être dévorer par un loup. Voilà. Et le dernier petit lapin qui n'a vraiment pas jeté un coup d'œil de tout le trajet pour aller à l'école, il n'a même pas vu qu'il ne restait plus personne derrière lui, et du coup il arrive à l'école complètement terrorisé parce qu'il y a des pétards, voilà, il croit qu'il y a des chasseurs partout, et en fait l'album se termine par une surprise. La surprise, c'était que tous les lapins s'étaient cachés les uns après les autres pour se déguiser dans le personnage aperçu, chouette, belette, loup, voilà. Et que ce petit lapin, en fait, c'était un carnaval d'anniversaire, voilà. Donc tout est bien qui se finit bien. Donc comme je vous ai dit, c'est un album très léger. Et cet album aussi, voilà, je me suis... là, c'est pour mon travail d'illustratrice, là, je me suis vraiment fait plaisir parce que j'avais envie de faire un album, justement. J'avais envie d'essayer ce côté rabat, le côté surprise, voilà. Donc ça, c'était chouette aussi à imaginer. Donc là, il y a eu beaucoup de crayonnés, il y a eu beaucoup de petites maquettes. J'aime bien travailler en tout petit, moi, quand je réfléchis à la mise en page, comment l'album, à quoi il va ressembler en fait à la fin. Hein. Donc je travaille souvent avec des petites maquettes, moi, donc du papier blanc, hein, je découpe, je scotche, je redécoupe, voilà, je travaille vraiment comme ça pour visualiser en fait à quoi va ressembler mon album en fait. Hein, voilà. Donc là pareil, hein, je vous ai remis je vous remonte dans mon carnet de croquis là, les premières esquisses. Les premières esquisses de l'album. Et puis, un petit peu avant, donc il y a plein de choses. Voilà, les premières esquisses des petits lapins. Donc, essayer de trouver les différents vêtements, essayer qu'ils soient bien reconnaissables. Voilà. Les escargots aussi, je me disais. Il y a des escargots aussi. Voilà. Ouais. Effectivement, il y a des... Voilà, trouver... là, ce qui m'a amusé aussi, c'est de travailler à hauteur de lapin. Hein, c'est-à-dire être lapin soi-même et du coup, que la nature soit démesurée, gigantesque. Hein, voilà. Que les escargots soient gros comme ça, qu'on arrive à passer sous un champignon. Donc voilà, ça aussi, le changement d'échelle aussi, et c'est assez marrant à illustrer. Donc ça, c'est des choses qui sont très plaisantes à imaginer, à illustrer pour un illustrateur. Donc voilà, aussi, là, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Voilà.
Donc là, pour reparler vraiment de côté texte et image, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est je pars vraiment d'une envie de création graphique, quoi. Et je mets le texte au service de ce que j'ai envie de dessiner. Moi, voilà, c'est pour ça que je vous disais, je ne suis pas vraiment autrice, hein, c'est-à-dire moi, je pars vraiment du dessin, et puis je vais... si vous voulez, le texte et l'image vont se faire en même temps, en fait. Je vais commencer à dessiner, je vais écrire même prendre des notes de mots, de phrases, voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein, parce que, encore une fois, voilà, je laisse le métier d'auteur à des vrais auteurs. Voilà. Et puis un dernier album que je voulais vous montrer, qui est tout récent, celui-là, hein, qui est paru il y a quelques mois, avec un auteur qui s'appelle Rémi Courgeon, que peut-être vous connaissez aussi en tant qu'enseignant, parce que Rémi, il a beaucoup écrit pour la jeunesse, et illustré, parce que c'est un auteur-illustrateur. Et voilà, il se trouve qu'avec Rémi, on se connaît bien, on passe même nos vacances ensemble, pour tout dire, voilà. Donc lui, il écrit beaucoup, c'est un vrai auteur pour le coup. Et voilà, et il m'a proposé ce texte parce qu'il sait que j'adore les oiseaux, j'adore dessiner les oiseaux, et il m'a dit, voilà, j'ai écrit un texte, mais je n'ai pas envie de l'illustrer, je suis sûre que toi, je suis sûre qu'il t'irait bien ce texte. Voilà, donc c'est un peu une fable écologique, Soif, voilà, ça raconte l'histoire d'un arbre conteur dans un pays qu'on imagine être un pays d'Afrique, mais bon, c'est pas spécifié dans le texte, hein. Donc là, encore une fois, c'est ce que j'aime aussi dans les textes des auteurs, c'est qu'on est assez libre finalement, hein. C'est vrai que c'est plus embêtant. Quand on a des auteurs qui sont très directifs dans la description, par exemple, là, ça peut être un peu compliqué pour l'illustrateur. Et moi, j'aime bien les textes plutôt oniriques qui permettent vraiment de laisser plus de liberté, laisser vraiment la place à l'illustration. Ce qui est vraiment le cas dans le texte de Rémi. Donc voilà, cet arbre conteur, il amène tous les oiseaux sur lui, autour de lui, parce qu'il raconte des histoires. Et puis un beau jour, voilà, je vous ai dit que c'est une fable écologique, un beau jour, il y a de moins en moins d'eau, il n'y a plus de nuages, il pleut plus, et l'arbre se dessèche, et voilà, quand on a la bouche sèche, on n'a plus de salive et on parle plus, donc cet arbre ne raconte plus, voilà, il va bientôt se taire, et il va commencer voilà, c'est le dernier nuage qui passe, mais il ne pleut même pas. Et donc l'arbre se tait, et il va commencer à perdre ses feuilles, à se dessécher complètement. Et les oiseaux vont s'inquiéter pour leur ami, voilà. Et ils vont prendre une grande décision, en fait, ils vont essayer de le sauver. Donc c'est vraiment une fable, hein, c'est un conte, en fait, hein. Donc voilà, les oiseaux vont se donner rendez-vous. Alors déjà, il y a une famille de pélicans qui va aller chercher de l'eau très loin et qui va ramener l'eau dans leur grand bec extensible de pélican pour pouvoir arroser Toko, c'est le nom de l'arbre. Ça va marcher un coup, mais ça va finir par ne plus marcher du tout. Et puis voilà, on va arriver vraiment à complètement un paysage désertique, complètement la nature totalement desséchée, et l'arbre aussi totalement desséché. Et les oiseaux vont prendre la décision donc de sauver l'arbre, c'est-à-dire ils vont venir par milliers sur lui, ils vont se poser sur lui et ils vont le déraciner. Voilà, le déraciner et puis l'emporter, voilà, tous ensemble, l'emporter et puis voilà, et le reposer là où il fait bon vivre, là où il y a de l'eau, des rivières, où il y a des animaux, voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé illustrer ce conte de Rémi. Il est très simple, ça m'a permis de faire des images assez épurées, ce qui n'est pas forcément une habitude chez moi, parce que, comme vous avez peut-être pu le voir sur ce que je vous ai montré, moi, il y a beaucoup de détails dans mes illustrations, hein. C'est ce que j'aime aussi, moi. Ça vient vraiment directement de l'enfance, hein. Moi, j'ai eu beaucoup d'albums, comme plein d'enfants, hein, voilà. Et c'est toujours ce qui m'a plu, moi, dans les albums que j'ai pu lire, c'était justement et ce que j'ai envie
retranscrire dans mes images à moi, c'est le fait de pouvoir découvrir, voilà, quand on ouvre une image, on peut lire un livre à l'infini et toujours découvrir des choses qu'on n'avait pas vues. C'est un peu toujours ce que j'ai en tête, moi, quand je fais un album. Parce que c'est ce qui me plaît, tout simplement. Hein. Voilà, moi, je suis sensible à ça. Voilà, j'ai le goût du détail. Voilà, donc c'est pour ça que il y a toujours des très petites choses à observer dans mes images, que ce soit des petits insectes, que ce soit, je sais pas, un détail d'une pomme qui tombe, un chat qui joue dans un coin. Voilà, c'est toujours très... c'est assez... Voilà, ouais. Voilà, donc un petit tour vite fait de quelques albums récents. Voilà. Merci beaucoup pour ces découvertes. Puis on voit que c'est assez varié, que ce soit la tranche d'âge, Oui. le format, voilà, ce qui est évoqué. Est-ce que vous ne faites que des choses pour la jeunesse ou est-ce que vous avez aussi une production autre Alors, quand j'ai commencé ce métier, en fait, j'ai fait un petit peu d'illustration presse pour la presse. Ça m'a beaucoup plu. C'est autre chose, l'illustration presse. En fait, il faut être hyper réactif. On fonctionne avec un sujet. Alors là, c'était toutes sortes de sujets. Ça pouvait être des sujets d'actualité, ça pouvait être des sujets de loisirs. En fait, je travaillais pour un journal féminin, donc ça pouvait être la beauté, la retraite, j'en sais rien, moi, l'écologie. Donc là, c'est chouette parce qu'on reçoit 4-5 jours avant, on reçoit l'article. Et il faut être très rapide. Donc ça m'a beaucoup appris, en fait, justement, pour avoir des idées rapidement, pour pouvoir crayonner rapidement des idées assez vite fait au crayon. À l'époque, on fonctionnait par fax, donc j'envoyais 2-3 crayonnés, 2-3 propositions d'images. J'envoyais ça, et puis dans la journée, l'éditeur, enfin le journaliste me disait ce qu'ils avaient choisi, et moi je devais en 24 heures faire mon illustration. Donc ça, c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec l'illustration jeunesse, mais par contre, ça m'a vraiment appris à à avoir l'esprit synthétique et à vraiment me poser la question... qu'est-ce que je dois montrer dans mon image pour qu'elle soit compréhensible tout de suite, pour que, voilà, que le simple fait de jeter l'œil sur l'image, on se dise, ah bah tiens, voilà, ça parle de ci, ça parle de ça, est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'humour, est-ce qu'on doit être, je sais pas, dans le tragique, dans le sérieux, le factuel, voilà. Donc ça, c'était vraiment une bonne école. Ça a duré quelques années, et puis bon, ça s'est arrêté. Après, j'ai pas cherché à continuer, parce que, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir faire un premier travail en tant qu'illustratrice jeunesse. Et puis finalement, après, j'ai plus fait que ça, parce que ça m'a pris du temps, et puis j'ai trouvé vraiment mon compte dans le plaisir, voilà, d'illustrer des textes ou des albums. Voilà. Ben merci. Donc là, on a fait un petit peu un panel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport justement à la bibliographie, aux ouvrages, par rapport à ce qui vient d'être évoqué? Je ne sais pas si en ligne, Isabelle, tu as... Pas de questions en ligne. Très bien. Et dans la salle? Bon, on va passer du coup à la deuxième partie qui est plus par rapport au parcours, aux techniques, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec les illustrations justement. Au niveau de votre parcours scolaire, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Oui, alors mon parcours scolaire, moi, il est très simple. J'ai des parents qui m'ont dit passe ton bac d'abord, quoi, parce que moi je voulais dessiner. De toute façon, je n'aurais pas imaginé faire autre chose, c'était pas possible, quoi. Je passais ma vie à dessiner depuis toute petite. Donc, pour faire plaisir à mon papa, surtout à mon papa, parce que ma maman, elle a fait les arts déco, donc voilà, elle était plus convaincue déjà, voilà. Et donc, j'ai passé un bac, et ensuite, je suis allée à l'école Olivier de Serres, qui est une école d'art appliqué à Paris, qui s'appelle l'ENSA-MA maintenant, voilà. Et l'école Olivier de Serres, pas du tout en spécialisation illustration, parce que il n'y avait pas, voilà, donc c'était assez... à l'époque, c'était un BTS, donc en sortant du bac classique, je dirais, on faisait une année, ce qu'on appelait une année de mise à niveau, où là, on essayait plein de choses. C'était très intéressant, parce qu'on allait faire du modelage, de la photo, du dessin académique, de la peinture. Et puis après, on se spécialisait sur 2 ou 3 ans, ou 5 si on décidait. Voilà, moi, j'ai jamais voulu faire des études très très longues, donc j'ai fait mon BTS en 2 ans. Et là, j'ai choisi un BTS d'expression visuelle.
Donc plutôt en volume là, mais ça m'a pas passionnée à vrai dire. Parce que, enfin, ce sont les débouchés qui ne me passionnaient pas en fait, parce qu'en expression visuelle, c'est plutôt pour faire du stand, de ce qu'on appelle la PLV, donc publicité sur le lieu de vente. C'est très, il y a beaucoup de hier. Vous n'avez pas beaucoup le droit de vous exprimer, hein. Faut être, c'est-à-dire qu'on va se référer à un cahier des charges d'un commanditaire, donc pour moi, c'était hors de question. Il n'y avait pas de place il y avait très peu de place qui était laissée à la création, et je sentais que j'aurais été très malheureuse parce que j'ai eu une petite expérience dans une boîte de pub, hein, voilà. Et en fait, c'était trop. Ouais, on n'avait pas tellement de place à la création. Il fallait vraiment. Voilà, vous faisiez. Je dis n'importe quoi, vous faisiez un bonhomme avec les cheveux longs, on vous dit ah non, il faut que tu le fasses brun avec les cheveux courts, il faut qu'il soit tourné comme ça, il faut que sa main soit comme ci. C'était hyper pénible, donc j'ai pas supporté longtemps, hein, voilà, et donc donc j'ai eu mon BTS, et puis après disons que j'ai préparé toute seule en fait un book, voilà, parce que j'avais déjà dans l'idée de faire de l'illustration. Malgré des profs à Olivier de Serres qui n'étaient pas tellement encourageants, faut dire, hein, parce qu'ils disaient oh l'illustration, mais personne ne vit de ça, voilà. Donc c'était pas très encourageant, mais bon, j'ai tenu bon, et puis voilà. Et du coup, j'ai eu la chance quand même de très vite en fait de pouvoir faire un album, et puis voilà, après ça a démarré comme ça, voilà. Mes réponses sont très longues, donc Non, mais c'est pas... ça va non, durer mais 4 heures en fait. Non, parce qu'il y a des choses qui se recoupent. On voulait parler des techniques, mais on a Oui. évoqué tout à l'heure le découpage, le collage, puis je pense qu'on reviendra dessus quand on parlera de la dame à la licorne. Les sources d'inspiration de ce que vous avez dit, c'est plutôt en fonction des thématiques, des sujets. Oui, les sources d'inspiration, c'est vrai que c'est en fonction des sujets. Ben, la technique, moi, ça a toujours été la peinture. Et alors moi, j'ai vraiment... donc je vous ai dit que ma mère était aux Arts Déco, donc elle m'a pas mal traîné dans les expos. Donc ça a pas mal nourri aussi mon imaginaire d'enfant qui, à l'époque, n'aimait pas trop être traîné dans les musées. Mais maintenant, je la remercie beaucoup. Et donc les sources d'inspiration, ouais, c'est pas mal la peinture quand même, hein, beaucoup la peinture. Le musée d'Orsay a ouvert ses portes quand moi j'étais... je sais pas, j'avais à peu près 8-9 ans, hein, donc... ça m'a marqué en fait, et c'est vrai que la peinture, voilà, tous les albums que je vous ai montrés, hein, ils ont tous été réalisés à la peinture, donc c'est vraiment le médium dans lequel je suis à l'aise. Hein, voilà. Et au niveau du temps pour réaliser une illustration, parce qu'on ne se rend pas bien compte. Alors, globalement, un album, ça prend plusieurs mois à réaliser un album, hein, entre le moment, vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure mon carnet de croquis, donc ça c'est déjà tout un temps qui peut être long, plus ou moins long. Tout à l'heure je vous parlerai de la Dame à la licorne, ça a été un des albums qui m'a pris le plus de temps à réaliser. Mais une illustration en elle-même, évidemment, une petite illustration comme celle-là va me prendre beaucoup moins de temps qu'une image comme on peut avoir dans la Dame à la licorne. Mais c'est vrai qu'on parlait de 24 heures tout à l'heure pour le dessin de presse. Mais oui, bah là, en plus, les dessins de presse sont des formats assez petits. Donc, voilà, on peut pas... Voilà. Bah, je sais pas, je dirais faire la couleur d'une image de ce type-là, peut-être 1 ou 2 jours, hein, et puis peut-être celle-ci entre 3 et 5 jours, je dirais. Hein, voilà. Mais je parle vraiment que de la réalisation de l'image, là, hein, pas du crayonné, voilà. Donc oui, c'est long. Parce qu'on verra, oui, tout à l'heure qu'il y a le découpage, il y a d'autres étapes. Voilà, il y a plein d'étapes, en fait. Ouais. Au niveau des récurrences, parce qu'on s'était dit qu'on parlerait des récurrences, je pense que tout le monde a pu constater quand même qu'il y a un style qui est reconnaissable. Voilà, il y a une patte qu'on arrive à identifier une fois qu'on a vu plusieurs images. Il y avait la collaboration avec les auteurs, mais vous l'aviez aussi évoqué, où des fois c'est des commandes, des fois il y a un vrai
comment dire, une vraie Oui, alors, collaboration. Si, il y a quand même des choses à dire avec les, avec les auteurs. En fait, on a parlé des salons, un petit peu des salons du livre. Il y a beaucoup de salons du livre toute l'année, partout en France. Et c'est là où on se rencontre entre auteurs et illustrateurs. Et, et heureusement que ça existe, hein, parce que peut-être qu'on ne se rencontrerait pas autrement. Mais du coup, moi, j'ai pas mal rencontré d'auteurs et quelquefois, voilà, on sympathise et on a envie de travailler ensemble. Hein. Et ça s'est passé plein de fois, en fait. Voilà, quand j'étais toute jeune illustratrice, c'est vrai que j'attendais, entre guillemets, j'attendais la commande, enfin, qu'on me propose un texte. Et puis plus ça va, plus je vais au-devant des éditeurs, plus je vais au-devant des auteurs, et voilà, plus ça se fait un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, par exemple, ah oui, c'est un album que je n'ai pas apporté, un album qui s'appelle L'Opéra Volant, que j'ai fait avec Karl Norak. Karl Norak aussi, grand nom de la littérature jeunesse. Donc voilà, là ça s'est passé d'une manière assez amusante, c'est qu'on était à un salon du livre voilà, avec Karl Norak, on se connaît un petit peu, et puis je lui ai montré des illustrations que j'étais en train de faire, mais vraiment là, en fait moi j'arrête jamais de dessiner, même quand je fais pas d'album. Hein. Donc là je lui ai montré des portraits que j'avais fait, des portraits d'oiseaux, ça veut dire des oiseaux costumés, des oiseaux anthropomorphes. Voilà, une tête d'oiseau avec un costume, avec des motifs assez alambiqués. Voilà. Donc je lui ai montré ça et en fait lui il est tombé, voilà, il est tombé dingue de mes oiseaux et il m'a dit ah mais il faut qu'on fasse quelque chose avec tes oiseaux. Et donc il en a choisi quelques-uns parce que j'en avais fait je sais pas une quinzaine. Et il en a choisi 5 ou 6 et en fait il est rentré chez lui et il a écrit une histoire vraiment en partant des personnages. Et il a inventé pour chaque personnage une petite biographie, et, voilà, et ça a donné l'Opéra Volant. Donc là, c'était vraiment le point de départ, c'était la rencontre, et le point de départ, c'était les dessins. Et puis pour la Dame à la licorne, là, dont je vais vous parler, en fait, c'était dans l'esprit. Au départ, moi, je pensais à un pont des arts, en fait, pour la Dame à la licorne, parce que j'avais envie de parler des... Alors, je ne sais pas si vous connaissez certainement les tapisseries de la Dame à la licorne qui sont au musée de Cluny, hein, qui sont ces tapisseries-là. Voilà, il y en a 6, en fait, c'est sur les 5 sens. Et voilà, encore merci maman, parce qu'elle m'a traînée dans les musées quand j'étais enfant, et je suis allée au musée de Cluny, où je me suis tombée nez à nez avec ces tapisseries qui, quand on a 7 ans et qu'on se retrouve, en fait, elles font pareil, elles font presque 5 mètres de haut sur pareil de large. C'est absolument magnifique. Hein. Il y a des lapins, des oiseaux, des chiens, des plantes. Enfin, elles sont, voilà. Donc moi, ça faisait très longtemps, en ayant beaucoup travaillé sur les ponts des arts, ça faisait très longtemps que ça me trottait dans la tête, en fait, de faire quelque chose autour des tapisseries. Et puis, et là, je suis allée chercher donc Béatrice Fontanelle. Béatrice Fontanelle, pareil, elle a beaucoup écrit pour la littérature jeunesse. Elle a beaucoup fait d'albums autour de l'histoire de l'art, sur plein de thèmes différents, sur les masques africains, voilà. Enfin, je vous conseille d'aller voir ces albums si vous ne les connaissez pas, ces livres. Elle se spécialise vraiment là, beaucoup dans l'histoire de l'art. Et du coup, je l'ai contactée et je lui ai demandé si elle ne voulait pas qu'on travaille toutes les deux sur ce thème des tapisseries et qu'elle m'écrive un texte, voilà, qu'elle m'écrive une histoire en partant de ces tapisseries. Et du coup, voilà, elle a été super partante et c'est comme ça que ça a commencé, la Dame à la licorne, voilà. Est-ce qu'on fait le pont vers la Dame à la licorne directement ? Ouais, comme... ouais, je sais pas si on est dans le... Parce que oui, puis dans le diapo, c'est d'abord ça, et après, il y a le scolaire. Donc, ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux techniques d'illustration qu'on vient de citer, ou par rapport à la Dame à la licorne, parce que ça a un petit peu réagi, donc est-ce qu'il y avait des choses auxquelles vous souhaitiez faire écho ou pas ? Je sais, quand je vais dans les écoles, souvent il y a des affiches avec la Dame à la licorne dans les classes. J'ai remarqué souvent quand je vais dans les. Donc je sais pas si c'est une œuvre. Je pense qu'on travaille, qu'on est peut-être amené à avoir, à travailler. Mais il y a les 5 sens, donc il y avait les porteuses élèves. Voilà, exactement. Les porteuses, il y a la 6e tapisserie qui donne un seul point désir, de rupture, et voilà. Quand vous dites que vous faites des crayonnés, c'est donc des esquisses. Oui. Et après, vous allez mettre en image.
Voilà. Vous avez déjà l'image dans la tête ou c'est après que vous trouvez les couleurs et les Alors, en fait, je ne sais jamais à quoi va ressembler mon image du point de vue de la couleur avant de l'avoir faite, parce que ça, moi, je travaille avec des papiers, des fonds peints. Et en fait, avant de commencer mon image, je vais avoir tout un moment où je vais fabriquer mes fonds à la peinture. Donc, je vais me créer comme une collection de fonds à la peinture. Et ensuite, pour faire mon illustration, c'est comme si je faisais un peu un... Moi, je compare ça souvent à... Je ne sais pas s'il y en a qui cousent dans la pièce, s'il faut de la couture. Moi, je fais aussi de la couture, voilà. Et ça fonctionne un peu comme un patchwork, c'est-à-dire que je vais rapprocher des fonds, et je vais trouver que ça fonctionne bien ensemble, que le contraste est bon. Je vais prendre des petits bouts, je vais voir qu'est-ce qui fonctionne bien avec, voilà. Et c'est pour ça que je n'ai aucune idée de à quoi va ressembler mon image. Disons que je sais vers quoi je veux aller, mais tant qu'elle n'est pas faite... voilà, donc c'est pour ça qu'au départ, quand j'ai commencé à faire des albums, souvent les éditeurs peuvent dire envoie-moi une ambiance colorée. Mais moi je leur dis non, j'en sais rien, tu verras. Donc par contre, je pars d'un crayonné très très précis. Ouais, dans mon carnet, là, ce que je vous ai montré dans mon carnet, là c'est vraiment les premières esquisses, c'est à partir, voilà, ce qui est déjà au tableau. Vous voyez, en fait, ça c'est une des premières démarches aussi quand je travaille sur un album. Là, c'était vraiment encore pire, je dirais, pour La Dame à la licorne, parce que là, je suis vraiment allée chercher beaucoup de choses en documentation, en iconographie. Il y a peut-être moins d'images quand je travaille sur des albums un peu plus légers, où il y a moins ce côté historique, voilà, sur des petits albums comme ça. Mais là, en fait, pour La Dame à licorne, ce que j'ai adoré, c'est justement, là, avec Béatrice qui a écrit son texte, on était vraiment, La Dame à licorne, les tapisseries, on sait qu'elles datent des années 1490-95 à peu près. Donc voilà, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est le tout début de la Renaissance, donc c'est vraiment une période aussi dans l'histoire qui est très particulière du point de vue de l'art, quoi. Donc là, j'ai vraiment longtemps... alors moi, je me sers beaucoup d'Internet. Hein, je vais moins dans les bibliothèques maintenant qu'il y a Internet. Donc je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous certainement qui connaissent Pinterest. Donc moi, je me fais des tableaux, en fait, quand je travaille sur un album. Je me fais un tableau spécial Dame à la licorne. Donc je vais aller glaner plein d'images, mais vraiment... Tout ne me servira pas, mais tout nourrit quand même, tout nourrit l'inspiration. Tout va m'aider. Voilà, il y a des choses. Voilà, vous pouvez voir là sur l'écran. Là, ce sont toute une partie de recherche sur les animaux, évidemment, des représentations de la licorne, qui sont de l'époque, c'est-à-dire il y a des peintures, comme vous pouvez le voir, qui sont vraiment peut-être un peu plus tôt Moyen-Âge, mais il y a aussi il y a un peu de tout, hein. Il y a aussi des peintures vous voyez, en bas à droite, c'est plutôt des peintures, des miniatures persanes. Donc en fait, tout est... Voilà, moi je prends tout ce qui m'inspire, je vais le mettre dans ce tableau, dans ces tableaux. Si je vous montre la suite des recherches iconographiques, donc là sont plutôt les personnages. Donc effectivement, je sais que je vais raconter une histoire. Béatrice va écrire une histoire qui se passe vraiment au moment des tapisseries. Donc on est dans ces années-là. Moi, il faut que je sache comment étaient habillés les gens, comment ils étaient chaussés, quel chapeau. Voilà. Je me suis... on a eu au téléphone tout à l'heure, on s'est eu... voilà, vous voyez, en plein milieu, il y a ce portrait de François Ier, là, que vous reconnaissez peut-être. Et alors là, François Ier, je m'en suis vraiment directement inspirée pour le seigneur qui part à la chasse à la licorne. Hein, là, c'est presque du copier-coller, hein, avec le petit chapeau, la fine barbe, voilà. Donc vous voyez que là, vraiment, ça va nourrir mon dessin.
Là, j'ai vraiment pas fait n'importe quoi, en fait. Hein. Je me suis vraiment basée sur les tableaux d'époque, les tapisseries d'époque, les sculptures. Regarder aussi comment sont harnachés les chevaux. Puisque ça va être une course-poursuite, en fait, ce livre, La Dame à la licorne, ça raconte la chasse, une course-poursuite d'un seigneur avec ses chasseurs et les chiens qui se lancent à la poursuite de la licorne, parce que la corne de la licorne avait des vertus magiques, voilà. Et donc, voilà, il faut que je sache dessiner je vais vous montrer mes premiers traits. Voilà, la chasse à courre, c'est ça, c'est dans l'esprit de la chasse à courre. Voilà, où est-ce qu'elle est, la licorne? Je la retrouve. Oui, parce qu'à la fin du livre, si je ne me trompe pas, c'est un peu comme Pont des Arts. Oui. Il y a la référence à la Dame à la licorne, oui, ouais. Et il y a une référence aussi à la licorne au Moyen-Âge, ce qu'elle représentait, enfin ce à quoi on l'associait. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de Pont des Arts tout à l'heure, et je vous disais que j'aurais bien aimé que ce soit un Pont des Arts. En fait, ça ne s'est pas fait, parce que on s'est dit que c'était un très grand sujet, en fait, avec Béatrice. Et Pont des Arts, c'est une collection. Qui dit collection, dit format défini, nombre de pages prédéfinies, choix du papier défini, tout est défini. Et nous, on avait envie de voir plus grand, si vous voulez. Donc, on voulait qu'il y ait une vraie partie documentaire, parce que, en fait, pour le clin d'œil, moi, ça fait des années que je commence à voir des petites filles avec des trousses licornes, des t-shirts licornes avec des paillettes, des arcs-en-ciel, des trucs. Déjà, quand je parlais de mon projet en classe, je voyais toutes les petites filles avec leurs yeux qui clignotaient. Et du coup, moi, je me suis dit, j'aimerais bien repartir à la base de la base. Pourquoi la licorne ? Pourquoi cet animal mythologique on le voit tellement aujourd'hui ? Et je voulais vraiment qu'il y ait une vraie partie documentaire. Ce qui est le cas dans Pont des Arts, mais c'était trop ciblé. Et là, on voulait... Voilà, là, en plus, on a pu ajouter d'autres documents. C'est-à-dire, par exemple, ce que je suis en train de vous montrer, là, voilà, ça s'appelle « Comment capturer la licorne ». Comment capturer une licorne. Cette œuvre-là, c'est aussi une tapisserie. Mais celle-ci, elle n'est pas au musée de Cluny, elle est à New York, en fait, au Cloister Museum. Donc c'est aussi une très grande tapisserie qui est magnifique, hein, qui est, voilà, on voulait à tout prix qu'elle soit dans le livre parce qu'on l'adore toutes les deux avec Béatrice, voilà, elle est vraiment splendide. Donc là c'est vraiment une scène de la chasse à la licorne quand elle a été capturée. Et puis ensuite, voilà, là c'est une autre aussi, voilà, cette tapisserie aussi est à peu près contemporaine des tapisseries de la Dame à la licorne, et elles sont aussi au musée de New York. Et donc voilà, l'idée c'était de les avoir en reproduction. On a aussi fait un gros travail réfléchi au choix du papier qu'on a voulu, et ce qui est aussi une différence avec les papiers Pont des Arts qui sont plus brillants, plus satinés. Et nous, on parle de tapisserie, on voulait un papier très très mat, un papier très doux pour qu'on ait cette sensation de presque de toucher le tissu, quoi. Hein, voilà, on a beaucoup aussi travaillé avec l'éditrice aussi pour que notre objet livre soit beau aussi, hein, pour que ce soit un travail précieux. Donc voilà, ce choix du papier précis, voilà, pouvoir rajouter aussi, parce qu'on est aussi à la période des enluminures, voilà, donc on voulait une couverture aussi avec de la dorure. Donc voilà, tout ça, on l'a réfléchi vraiment. C'est pour ça que à un moment, j'en avais parlé avec Abélie Léveillé de Pont des Arts, mais finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'on voulait autre chose. Voilà. Donc on a vraiment cette grande partie documentaire avec Béatrice qui a écrit la partie documentaire avec des petites illustrations qui sont piquées dans les images de l'histoire pour illustrer tout son propos autour de la documentation. Et puis, on a deux reproductions de... Celle-là, c'est celle qui s'appelle « À mon seul désir », c'est la 6e. Voilà, elle est un peu mystérieuse, en fait, on ne connaît pas tellement la signification. Mais là, le musée de Cluny a été longtemps en réflexion. Oui. Il a rouvert il y a peu de temps, et j'ai eu la chance d'y aller.
Et la conférencière expliquait, enfin, ils ont des pistes un peu plus Ils ont plus étoffées ouais. par rapport à justement à Mon seul désir, Mm. etc. Et c'est tout, enfin, c'est sur le fait que il faut se détacher des biens matériels. C'est-à-dire qu'il y a les 5 sens et notre rapport au corps, etc. C'est les 5 premières tapisseries. Et dans la dernière, la dame, en fin de compte, se défait de ses bijoux, voilà, etc. pour renoncer un petit peu au côté matériel des choses et s'élever. Voilà. Et ça, c'est une qu'on a choisie qui est la vue. Voilà. Donc c'était très, très important pour moi, et puis pour Béatrice aussi, qu'il y ait cette partie vraiment documentaire pour pouvoir raconter d'où ça vient, quoi. Hein. Et, donc pour continuer avec mes recherches iconographiques, donc voilà, donc tout le parti personnage, donc pour pouvoir effectivement ne pas faire d'erreur dans les costumes, pas faire de comment on appelle ça, d'anachronisme, voilà. Pareil, les chasseurs, quelles armes ils avaient à l'époque, tout ça. Donc vraiment, c'était un gros travail de documentation, mais qui était vraiment passionnant à faire. Voilà, on peut passer à la suivante. Voilà, donc dans la suite, après, toute une recherche, parce que dans l'histoire, la licorne va se faire aider par un peu des esprits de la forêt, hein, qui sont des fées de la forêt. Je vais vous montrer, voilà. Hein, ces esprits de la forêt. Donc on a des fées. Et alors là, moi, je ne suis pas allée chercher très loin non plus. Hein. Je suis allée dans la peinture italienne, Botticelli, tout ça, période que j'adore aussi. Donc voilà, je me suis vraiment très très fortement inspirée de toutes ces femmes, Botticelli, mais il y a aussi un illustrateur anglais qui s'appelle Rackham aussi, qui est un illustrateur du 19e siècle que j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi des images de films qu'on peut voir. Je ne sais pas si vous apercevez petites images de films en noir et blanc, là, des films anciens. Ça, Béatrice aussi, on a beaucoup correspondu. Hein, on parlait aussi du rapport auteur-illustrateur quand on travaille sur un album. Ce qui est plaisant quand on fait un projet comme ça, c'est que on correspond beaucoup, donc on s'appelle ou on s'envoie des mails. Donc Béatrice, elle m'envoie aussi des images qu'elle a trouvées. Elle me dit tiens, regarde, j'ai vu ça pourrait être marrant pour ce personnage. Voilà, donc on échange beaucoup comme ça aussi, on discute beaucoup autour de l'album. Ce qui était un hasard complet, c'est qu'avant que l'Uni soit fermée, il y avait une expo sur la licorne que nous sommes allés voir, voilà. Donc on a revu les tapisseries évidemment à ce moment-là, mais il y avait plein d'autres choses. Il y avait aussi des œuvres contemporaines autour de la licorne. Il y avait une dent de narval géante, voilà. Donc tout ça qui va servir à nourrir le projet. Et puis bien sûr, tout ce qui est effectivement qui a une telle place aussi dans les tapisseries, tout ce qui est végétation. Donc ce qui est dingue aussi dans les tapisseries, c'est que chaque plante est une plante qui existait vraiment à l'époque, voilà, que ce soit dans les jardins de curés, dans la nature. Donc toutes les plantes, elles sont répertoriées, elles sont, ce ne sont pas des inventions des artistes qui ont brodé les tapisseries. Donc là je suis allée chercher aussi des ambiances de paysage. Donc les ambiances de paysage que vous pouvez voir par exemple à gauche, là c'est un peintre que j'aime beaucoup, mais pour le coup qui est beaucoup plus récent, c'est Félix Vallotton. Donc voilà, tout ça c'est aussi pour nourrir des ambiances, de lumière aussi à donner aux illustrations. Donc ce travail de collectage, de documentation, il est très long, mais c'est vraiment un grand plaisir et c'est indispensable en fait pour nourrir le projet. Voilà. Je passe au suivant. Ouais. Voilà. Et donc toujours en parallèle, la documentation et voilà ce que vous pouvez voir aussi sur l'écran, donc des pages de mes carnets avec des recherches d'ambiance. Par exemple, vous voyez le dessin en haut à droite, ça correspondait à l'arrivée de la licorne dans la forêt. Donc vous voyez, je vais vous montrer une différence entre une première esquisse,
première esquisse, donc elles sont comme ça, elles sont grandes comme ça, mes esquisses, voilà. Et puis l'image, ce que ça va être à la fin. Hein, donc vous voyez qu'il y a vraiment une évolution entre les tout premiers dessins qu'on fait. Voilà, on réfléchit, on se dit, qu'est-ce que je montre? Est-ce que je rajoute des arbres? Est-ce qu'il faut voir ci, voir ça? Est-ce que ça va être un gros plan? Est-ce qu'on voit bien la licorne? Voilà. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose, mais du coup, dans mon carnet croquis, ça reste... Je vais dessiner plein de choses dans mon carnet qu'on ne verra jamais. C'est vraiment les dessous de... les dessous de la création... On peut continuer. Voilà, il y a plusieurs pages de carnet. Voilà, là, il y a Alors mes carnets, ils sont vraiment en noir et blanc tout le temps. C'est toujours du dessin au crayon. Là, vous voyez, il y a juste un peu de couleur parce que j'avais fait juste un essai par rapport aux tapisseries qui, elles, ont un fond rouge. Hein. Donc voilà, j'avais juste fait cette petite coloration autour de la princesse. Voilà. Et puis des scènes de chasse. François Ier qu'on retrouve, et puis voilà, le château, voilà. Donc plein de petits dessins, un premier essai de réfléchir à la couverture aussi, parce que ça, on a ce qui est pas très agréable, mais quand on fait un album, on doit malheureusement quelquefois créer très très tôt la couverture dans le planning de la réalisation de l'image. Ça veut dire que quelquefois on a à peine commencé à faire les illustrations intérieures que l'éditeur a déjà besoin d'une couverture, parce qu'il faut savoir que l'exploitation d'un livre se prépare des mois et des mois en avance, et il y a des représentants en fait qui vont aller voir les libraires pour présenter les livres, et les représentants ont souvent besoin des mois en amont de la couverture du livre. Donc ce que je déteste faire, c'est faire la couverture avant d'avoir terminé le livre. En fait, c'est assez désagréable, mais bon, il faut le faire. Parce que moi, je trouve qu'on n'a pas de vision globale tant que toutes les images intérieures ne sont pas terminées. Et moi, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais faire la couverture vraiment en dernier, mais c'est rarement possible. Donc là, voilà. Donc là, parmi mes petits crayonnés, vous pouvez voir un premier essai de couverture avec un essai de typographie, voilà. Je ne sais pas trop ce que j'ai écrit là. Je voulais déjà qu'il y ait un fond or, voilà. J'avais imaginé ce fond or parce que vraiment le côté enluminure aussi me plaisait beaucoup, parce qu'on est vraiment dans cette époque-là. Donc vous voyez, en bas aussi, on voit une double page ouverte où on voulait aussi travailler sur la lettrine. Donc ça, c'est voilà. Vous voyez, sur les images, quand il y a un fond, quand le texte est sur un fond blanc, on a voulu faire ce petit rappel avec une lettrine dessinée. Voilà. Donc ça, c'est toutes des choses auxquelles on réfléchit pendant qu'on est en train de faire, de réfléchir au projet. Tout se construit un peu en parallèle, en fait. Hein. On est, voilà, d'autres dessins à la fois plantes. Et puis voilà, et là on arrive donc voilà, ça s'appelle un chemin de fer. Hein. Le chemin de fer, c'est comme un chemin de fer dans une rédaction de journal. Hein. Quand on fait un album, je crois que tous les illustrateurs, moi j'en connais pas, qui font pas de chemin de fer. C'est vraiment le point zéro quand on commence à travailler sur l'album. Ça permet d'avoir vous les voyez là à l'écran, hein, mais ils sont vraiment... ils sont là, oui, c'est vrai que j'avais oublié, ils sont là, en vrai de vrai. Ils sont tout petits, hein, mais voilà, ils sont tout petits, mes crayons de chemin de fer. Moi, j'aime bien travailler en tout petit quand je commence à imaginer la mise en page d'un album. Je prends le. Pardon. Hop. Hop là. Voilà, donc moi, j'aime bien réfléchir en petit. C'est comme ça que je suis le plus à l'aise. Je trouve que pour imaginer une composition d'image, voilà, moi je te réfléchis en timbre-poste. Hein, voilà. Donc ce chemin de fer, il est vraiment... Alors déjà, il est important pour là, il était important pour nous, parce que quand on a commencé à travailler sur ce projet avec Béatrice, on n'avait pas d'éditeur au tout début. Donc, il fallait qu'on aille vendre notre projet, tout simplement, qu'on trouve un éditeur. Donc, Béatrice a écrit, moi, pendant que j'étais en train de faire mes collectes d'images, mes crayonnés, tout ça dans mon carnet, Béatrice était en train d'écrire son histoire. Quand elle a commencé à l'écrire, moi, j'ai
travaillé sur le chemin de fer, c'est-à-dire j'ai découpé son texte en morceaux, et puis page après page, voilà, j'ai raconté, voilà, comment raconter l'histoire de Béatrice. Et ce chemin de fer, donc, il nous a vraiment servi pour aller démarcher les éditeurs. Hein. On n'a pas démarché longtemps parce qu'en fait, on a été voir une éditrice au Seuil avec laquelle on avait toutes les deux déjà travaillé, plus ou moins, et on lui a proposé notre projet. Voilà. Et on lui a vraiment proposé notre projet en ayant vraiment une idée bien précise. On savait à quoi on voulait qu'il ressemble, notre projet. Hein. Moi, j'avais ce format en tête. On avait le côté documentaire aussi. On a dit, nous, on ne veut pas que ce soit juste un album. On veut qu'il y ait une partie documentaire à tout prix. On veut un beau papier. Voilà. Donc, ensuite, avec l'éditrice, moi je prends rendez-vous avec l'éditrice et avec Béatrice et on va expliquer notre projet. Et ce chemin de fer nous sert vraiment de point d'appui voilà, pour raconter notre histoire et montrer à l'éditeur voilà, à quoi va ressembler notre futur album. Donc ce que je disais tout à l'heure, voilà, moi mes crayonnés sur mon chemin de fer, ils sont hyper détaillés en fait. Hein. Autant je ne sais pas à quoi ça va ressembler la couleur, mais quand je vais commencer une illustration, je sais parfaitement comment elle va être composée, mon image. J'ai tout réfléchi, voilà, j'ai tout en tête. La couleur vient après. Voilà. Ouais. Voilà, alors, les petits papiers. Voilà. Alors, les petits papiers, eh ben, là, je vous en ai apporté des petits papiers. Voilà, mes petits papiers. Donc moi, je travaille à la peinture acrylique, depuis toujours, en fait. Hein. Pourquoi la peinture acrylique ? Parce que l'huile, ça met trop longtemps à sécher, ça sent très très fort. Et puis la gouache, c'est très différent. La gouache, déjà, pour travailler la gouache, c'est très différent de l'acrylique. L'acrylique, ça sèche très vite. Une fois que c'est sec, vous pouvez repasser dessus. C'est comme une matière plastique, ça ne se redilue pas, ce qui est très différent de la gouache, que j'adore aussi, mais voilà, là, si on remouille de la gouache, on peut remélanger les couleurs. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Hein. Moi, voilà, la première chose que je fais, quand je vais passer à la réalisation en couleur de mes images, je vais préparer des fonds. Alors... Non, je mets le micro sur mon dessin, mais ça ne va pas le faire. Voilà, des fonds, toutes sortes de fonds. Des fonds unis, des fonds avec beaucoup de matière, comme vous pouvez le voir. Mon papier est très fin, hein, c'est pas du papier en imprimante, mais c'est du papier de croquis, quoi. Hein, voilà. Ouais, merci. Voilà, les fonds unis. Il y a quand même un grain, c'est pas juste ça, il y a plusieurs Alors, couches. Il y a un grain parce qu'en fait, j'utilise une plaque. En fait, ce sont comme des monotypes, ces fonds. C'est une plaque en silicone qui s'appelle Jelly Print. Donc, je pose de la peinture au pinceau ou au rouleau sur ma plaque. Et puis, j'applique ma feuille sur la plaque. Et donc, ça fait un monotype, en fait. Et c'est pour ça que y a de la matière, en fait, sur mes fonds. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont très fins, hein, parce que comme je vais découper dedans, il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur de peinture. Voilà, donc voilà, toutes sortes de fonds différents. Il y en a pas mal avec des motifs aussi. Alors moi, je crois que j'aurais bien aimé être designer textile dans une autre vie, parce que j'aime beaucoup travailler les motifs. Et je vous ai apporté... je suis ouvert. Je voulais vous montrer aussi, voilà, ces motifs. En fait, moi, quand je commence à travailler sur un album, j'aime bien créer des motifs pour l'album. Alors, ce sont des tampons, en fait, hein, comme les tampons en plastique qu'on peut acheter dans le commerce. Mais c'est moi qui les fabrique, en fait. C'est du carton gris avec du Bristol découpé. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien celui-ci. Ça, c'est un motif que j'avais fabriqué pour Bastet, que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, ça, c'est des motifs que je suis allée chercher directement. Voilà, je me suis inspirée de motifs de lotus qu'on voit
sur les bas-reliefs des temples égyptiens. Et voilà. Et ce motif, on le retrouve par exemple dans la porte. Même la quatrième de couverture. Voilà. Et la quatrième de couverture aussi. Voilà. Hein, on voit une impression. Voilà. Ça fait un peu comme du tissu en fait. Hein. Donc voilà. Donc j'aime bien faire ça. Par exemple, celui-ci là, c'était motif peau de girafe qu'on retrouve dans le Roi de la Blague. Alors, où est-ce que la girafe? Elle est là. Voilà, mon motif peau de girafe. Voilà, qui me permet d'avoir un motif créé spécialement pour ce livre-là. Hein, donc ça, voilà, avec cette technique de préparation de fond, quand je travaille sur un album, je prépare des fonds en fonction de l'album. Donc là, ce que vous voyez en photo, là, ce sont plein de petits bouts de fond qui ont déjà servi. Alors, chez moi, je ne jette rien parce que je sais que même 3 cm² de papier peut me servir à faire, je sais pas, une paire de chaussures, une cravate, un chapeau. Donc voilà, je garde tout, absolument tout. Hein. On peut tourner, ben voilà, encore des papiers à motifs. Voilà. Et alors ça, donc c'est un crayonné agrandi. C'est directement... Alors, il est... Non, il n'est pas là, celui-là. En fait, c'est une page qu'on a rajoutée après, parce qu'on voulait... C'est pour vous montrer qu'en fait, entre le chemin de fer et l'album final, il peut y avoir des petits ajustements. Et justement, ça, voilà, en discutant avec l'éditrice et avec Béatrice, on a décidé de rajouter une page à mon chemin de fer et de se dire que ça serait bien de faire un focus sur la discussion entre les fées de la forêt. Hein. Donc cette page-là, elle se retrouve, en fait, elle est entre la page 2 et la page 3. Hein, c'est-à-dire, on arrive... je vais me remettre là. Hop. Voilà. On arrive, on fait un plan large sur l'arrivée vers les esprits de la forêt, les femmes de la forêt. Et puis, on fait un plan, un focus sur la discussion entre les personnages, les fées de la forêt. Et donc, une fois que le dessin est établi, c'est juste, je mets des guillemets, mais on redécoupe et on plaque dessus les... Oui, les en fait, je pars, ce dessin-là, il a été fait aussi en tout petit. Et ensuite, je vais l'agrandir à la photocopieuse à la taille de la future image. Hein, je travaille vraiment à l'échelle. Hein. Et puis, on peut passer à la suite. Voilà. Et ensuite, je vais travailler avec ma table lumineuse. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'une table lumineuse. Hein, voilà. Donc, ça va me permettre de décalquer, de partir de mon dessin au trait en noir et blanc au propre, hein, parce que j'ai redessiné au propre mon dessin. Et puis, de décalquer chaque élément de mon illustration. Donc là, vous voyez, j'ai commencé par vraiment les masses de fond. Hein, donc on a le fond presque noir de la forêt, un premier plan comme une colline moussue, et puis le fond, et puis voilà. Et puis je vais choisir chaque papier. Hein, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, j'ai fabriqué, il faut imaginer, en amont de ça, j'ai fabriqué plein de fonds différents. Et puis je vais marier, en fait, je vais faire comme des patchwork. Là, je vais associer des teintes pour créer mon image. Hein. Et les petits bouts, c'est le scotch. Et les petits bouts, voilà, c'est parce que c'est pas collé. Vraiment, au début, je place, en fait, je colle vraiment à la fin. Je place tout, je découpe tout et je place tout. Voilà. Voilà, donc pareil, là, vous voyez, là, je suis sur la table lumineuse et j'ai choisi un papier pour les fées de la forêt. Là, je suis en train de choisir des papiers. J'ai décalqué les petits visages, les robes découpées. Pareil, après, je vais les placer sur mon dessin. Et puis, voilà, vous voyez comment l'illustration se monte petit à petit. Donc, vous voyez, un papier à chaque fois, un fond coloré pour chaque élément de l'illustration. Hein, et toujours avec les petits scotch pour pas que ça bouge. Voilà, là c'est une vue d'ensemble de mon bureau. Donc vous voyez à gauche, là en haut, il y a une image qui est déjà terminée. Hein, là, voilà. Et puis en bas à gauche, vous voyez, c'est la table lumineuse. Voilà, hein. Et puis
Donc voilà, cette image, je vais peut-être vous la montrer en vrai, puisque je l'ai en vrai, donc autant la montrer en vrai. Voilà l'original qui est ici. Hop, hop, hop. Alors, je t'achète pas tout. Voilà. Donc ça c'est une illustration originale, donc en découpage, collage. Je peux peut-être vous la faire passer carrément, voilà. Donc comme vous n'êtes pas des petits enfants, vous n'allez pas mettre vos doigts dessus. Donc je pense que c'est mieux de la voir de près, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et j'en ai une deuxième, donc je vais vous la faire passer aussi. Voilà, et puis tiens, je peux faire peut-être passer le chemin de fer, tant qu'à faire. Voilà, ça sera. Voilà, donc un deuxième original, et puis le chemin de fer aussi, si vous voulez voir. Voilà, comme ça vous verrez de près. Voilà, donc toutes les images, elles sont vraiment montées de cette façon, et voilà. Et après, donc je crois qu'on voit sur les photos d'ensuite. Voilà, donc là un gros plan, voilà, sur les têtes des personnages. Vous voyez, il y a juste pour l'instant, au crayon, j'ai dessiné les détails du visage, les bouches, yeux, nez, voilà. Et ensuite, je vais coller. Quand tout est découpé, je colle. Et ensuite, tout ce qui est les petits détails, par exemple, voilà, les yeux, des détails, encore des motifs, voilà, les couronnes de fleurs. Tout ça, c'est fait après avec des tout petits pinceaux à la peinture toujours, et puis aussi ombré avec les crayons de couleur ou la peinture. Voilà. Donc tout ce qui est reprise de détails, tout ça, ça se fait au pinceau, à la peinture et au crayon de couleur. Voilà. Parce qu'on ne peut pas tout découper non plus. Voilà. Parce que la couronne de fleurs, elle est découpée. Alors, la couronne de fleurs, je l'ai découpée, mais par contre, la mise en couleur de la couronne de fleurs, ça a été fait après, une fois qu'elle a été collée. Voilà. Après, ça, c'est une autre prise de vue, pour voir la scène de la chasse en forêt, là. Je crois que c'est celle que j'ai distribuée, oui. Donc, pareil, là, vous voyez, on est en train de voir mes serres là qui sont les arbres qui sont juste posés sur le fond, voilà, et puis petit à petit l'image qui apparaît, une visite intempestive, voilà, mon chat qui vient vérifier que j'ai bien travaillé. Et puis l'image terminée, voilà, que vous avez donc en vrai de vrai, c'est mieux. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'il apparaît très. Il fait bleu, ouais. Donc voilà, j'avais mis, comme je ne savais pas si vous verriez de près le livre, j'avais mis quelques photos de l'album, voilà, ouais, avec les feuilles de ginkgo. Voilà, donc il y a plusieurs photos de l'intérieur, mais c'est pareil, je peux peut-être le faire passer, le livre. On a un espace à côté qui est tenu par les libraires. Ah oui. Oui, il y a, oui, effectivement. Ouais. Il y en a 4-5. Ouais. Dont on a parlé. Voilà. La partie documentaire. La partie documentaire, voilà. Ouais. Et je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, ou des remarques, d'ailleurs, par rapport à justement cet ouvrage de La Dame à la licorne, dont on a vu finalement tout le processus et le temps. Ouais. Enfin, c'est là, parce que quand on se dit 3-4 jours pour l'illustration, l'illustration, mais avant il y a les papiers, avant il y a le dessin. Celui-là, je crois qu'on a travaillé dessus pendant 9 ou 10 mois. Donc, un beau bébé. Un beau bébé. Et le travail avec l'écrivain. Oui. Comment est-ce que vous êtes en relation fréquemment? Parce que vous dites que vous découpez le texte, donc lui il peut ne pas être d'accord. Enfin, Oui. Comment ça se passe ça? Alors soit quand je reçois un texte, il peut être déjà pré-découpé. L'auteur peut avoir réfléchi déjà à son découpage. De temps en temps, ça tombe sous le sens en fait, parce qu'on visualise les blocs de sens. les actions. On se dit là il faut qu'il y ait une surprise quand on tourne la page, ou là on voit si. Donc de temps en temps, c'est évident en fait. De temps en temps, il y a des choses qu'on
il y a des choses qu'on peut peut-être ne pas avoir envie de dessiner plusieurs fois, donc on s'arrange pour faire un découpage qui va permettre de montrer quelque chose qu'on a plus envie de dessiner ou qu'on va trouver plus pertinent à dessiner. Donc le découpage peut aussi bouger. Bien sûr, ça se fait toujours avec l'accord de l'auteur, hein, évidemment, mais je peux proposer, moi, en fonction du chemin de fer, voilà, je vais proposer un chemin de fer. Après, le chemin de fer, il sert à ça, hein, il sert vraiment à ce qu'on discute, le trio éditeur, auteur, illustrateur, voilà, on discute vraiment autour du chemin de fer pour se mettre d'accord, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des éditeurs qui justement ont souhaité des fortes modifications ou ils sont plutôt pas vraiment, ça peut être comme je vous ai dit là, on a rajouté une page parce qu'on s'est dit que ça serait chouette d'avoir une autre vue. Ça peut être, j'ai pas eu de changement hyper. Là, je pense que le moins de changement génère un travail. Ah bah oui. Bah, c'est pour ça que de toute façon, on ne commence jamais à faire une image en couleur avant que tout le monde soit OK. Voilà, moi je me lance jamais dans la couleur avant que tout le monde soit d'accord, que tout le monde ait donné son avis. Voilà. Mais autant moi je vais laisser tranquille un auteur qui va écrire son texte, hein, je ne vais pas lui faire écrire son texte, autant l'auteur il ne va pas me dire moi je veux que ce personnage, je le veux comme ci, comme ça. Il peut me donner des indications, mais c'est rare qu'un auteur s'immisce vraiment dans le dessin en disant ah non, moi je veux qu'il soit comme ça. C'est comme ça que se répondent le texte et l'image en fait. C'est pour ça que voilà, c'est ce que je disais au début là. S'il y a trop d'indications descriptives dans un texte, c'est pas agréable pour un illustrateur parce qu'on a moins de liberté. On surprend. Et puis même pour le lecteur en fait, je pense. Pour le lecteur, ça va être redondant d'avoir quelque chose qui est indiqué dans le texte qu'on va retrouver tel quel dans l'image. En fait, ce qui est intéressant dans le fait, voilà, en illustrant, c'est de surprendre, hein, que chacun amène sa petite pierre à l'histoire qu'on est en train de raconter. Voilà. Je pense que c'est la même chose pour la palette, parce que vous montrez que vous avez une palette de couleurs extrêmement différente. Alors c'est bien illustré dans le conte autour de l'arbre, là on voit vraiment, et ça je trouve que c'est très particulier, quand vous travaillez vraiment la couleur. Oui. Vraiment, ce que je ressens, hein, en fonction de l'histoire que vous avez racontée. Ouais. Vous n'avez pas votre palette. Moi, je pense que oui. Autant on a tous un peu nos spécialités comme illustrateurs. Hein, moi, par exemple, je suis nulle en perspective, donc je camoufle ça par la couleur. Non, non, mais c'est vrai que moi, c'est ça qui me plaît en fait, hein, dans le fait de dessiner. Moi, c'est clairement, si je suis venue à l'illustration, c'est clairement pour travailler la couleur. Et puis si je continue, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'illustrateurs qui travaillent en numérique directement, hein, qui travaillent sur palette ou sur... et moi je ne peux pas en fait, parce que moi ce que j'aime c'est avoir les mains dans la colle, dans la peinture, c'est voilà, associer mes fonds. Voilà, on fait avec ce qu'on a, ce qu'on peut. Voilà, oui, exactement. Puis ça permet un rendu qui n'est pas du tout lisse. Enfin, on sent qu'il y a une pâte et justement, c'est pas des aplats. Enfin, c'est marrant parce qu'à la fois ça part d'aplat, mais ça n'en est plus une fois que tout est monté, tout a été réombré. Moi, j'ai l'habitude de dire que je fais du Photoshop avant Photoshop. Quoi. Je fais du découpage et je mets en place. C'est ça qui est génial aussi avec le découpage et le collage, c'est que ce que je dis aussi beaucoup quand je fais des rencontres dans les classes. Que les enfants, j'ai remarqué de plus en plus, ça fait longtemps que je fais des rencontres dans les classes, et je trouve que les enfants ont de plus en plus peur de se tromper. Je sais pas, voilà. Et je leur dis, mais ce qui est génial avec le découpage et le collage, c'est qu'on peut se tromper, précisément parce que on découpe. Tant qu'on colle pas, on peut bouger, s'il y a un truc qui est moche, on l'enlève et on le redécoupe, on le remet. Et c'est très rassurant en fait. Moi, j'ai jamais peur de la page blanche en fait, hein, parce que tant que c'est pas collé, je recommence, je bouge, je change, voilà. Et c'est très plaisant en fait cette façon de travailler en fait.
Du coup, c'est bien, ça fait la transition avec la partie suivante qui était par rapport aux interventions dans les classes, parce que là, on vous a fait venir, on vous a sollicité pour un public d'enseignants, mais vous intervenez aussi moi, j'interviens beaucoup dans les classes. Et donc, voir ce que vous faisiez, ce que vous proposiez, comment ça se passait. En fait, quand on fait appel à nous dans les classes, souvent, c'est dans le cadre, très souvent, c'est dans le cadre des salons du livre. Les salons du livre, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a toute l'année. Souvent, on intervient le jeudi, vendredi, on est dans les classes, et puis le week-end, on est sur le salon. Donc, on rencontre à peu près entre 2 et 3 classes par jour. Moi, ce que j'adore, c'est pouvoir avoir vraiment une demi-journée avec une classe, parce que là, ça permet de faire vraiment un vrai atelier. Ça veut dire que ça va être un temps d'échange avec les enfants. Parce que moi j'aime bien leur montrer ce que je vous ai montré à vous. Moi, quand je vais dans les classes, je viens avec mes carnets, je leur montre mes croquis, je leur montre le chemin de fer, je leur explique comment je travaille. Et puis c'est super du coup d'avoir du temps, parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est quand on est invité un enseignant, en général, il demande à voir moi, ou il a choisi l'auteur ou l'illustrateur qu'il veut avoir. Donc ça veut dire que moi, je vais leur faire un atelier d'illustration à ma façon, en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de les faire travailler comme moi je travaille. Donc souvent, moi je travaille autour du découpage et du collage. Et si on a vraiment une demi-journée devant nous, c'est chouette, parce qu'on a le temps de préparer des fonds à la peinture, de faire un petit échange questions-réponses pendant que les fonds à la peinture sèchent, et ensuite on a le temps de faire du découpage et du collage et de fabriquer une image. Donc ça, c'est... J'ai mis des... On va les retrouver, parce que j'ai mis des photos. Alors c'est CTRL pour sortir du... C'est ça, hein? Pour sortir du truc, L. Non, c'est pas ça. Pour se retrouver au... Voilà. Ah oui. Et puis se retrouve... Ouais, je crois qu'on... Ça, Plein écran. Et voilà, atelier scolaire. J'avais apporté quelques photos aussi pour montrer. Voilà. Et plein écran. Et voilà. Super. Voilà, donc j'avais mis je vous ai mis quelques photos qui ont été prises pendant des ateliers. Donc ça sont des fonds préparés par les élèves. Donc pareil, donc là on sort. En fait, moi j'aime bien faire avec ce qu'ils ont. Donc je ne vais pas demander du matériel compliqué. On va prendre des vieilles fourchettes de cantine, on va prendre des cotons-tiges, on va prendre des vieux rouleaux, on va prendre... Et voilà, et les enfants vont fabriquer leurs fonds, vous voyez, ça y va gaiement là. Ils ont les mains, ils en ont partout. Et puis voilà, après on étale tout ça, on laisse sécher. Donc là on avait mis ça dehors dans la cour, par exemple. Voilà, donc là ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment leur expliquer que les fonds, c'est assez dur d'ailleurs, parce qu'il y en a toujours qui veulent me faire des dessins, des peintures, des dessins. Donc leur expliquer que non, là c'est pas une illustration qu'on fait, c'est vraiment un fond qui va nous servir à faire une illustration. Donc il ne faut pas qu'ils fassent quelque chose... c'est comme de la peinture abstraite. Là, ce sont des taches, ça peut être des bandes, ça peut être du motif, mais voilà, pas... Voilà, donc là, c'était un atelier que j'avais fait. Alors là, c'était à La Réunion. On avait travaillé sur les poissons. Et donc voilà, tout ça, ce sont des fonds que tous les enfants avaient préparés. Et ensuite... il y a on met tout en commun, c'est-à-dire que les enfants font plusieurs fonds. Tout est mis en commun, ce qui cause quelquefois des petits soucis, parce qu'il y en a qui veulent garder précieusement leur fond. Après, dès qu'on a besoin de plusieurs couleurs, finalement... Voilà. Mais l'idée, c'est d'aller choisir dans tous les fonds. Et ce qui est génial avec une classe, c'est qu'on se retrouve avec plein de choses différentes. Et du coup, d'aller choisir, d'aller piquer, d'aller faire son petit marché parmi tous les fonds colorés pour faire leurs illustrations. Donc voilà, soit on travaille autour des albums, soit le thème... J'aime bien les laisser assez libres, moi. J'aime pas partir d'un... Voilà, moi je leur dis pas de faire un personnage de mon album. J'aime bien quand ils sont... J'aime bien les laisser très très libres de réaliser vraiment leur image. Donc on a des choses très différentes. Et c'est le même principe, ils dessinent sur le fond et ils découpent ensuite. Ouais, ils dessinent et ils découpent. Voilà. Et là, c'est un travail... donc, soit ils travaillent séparément, soit ça dépend après de la demande de l'enseignant. On peut travailler en groupe, on peut travailler... Voilà, ce sont des dessins faits tout seul. Celui-là, je l'adore. Voilà. Et puis, un petit résultat d'une petite forêt qu'on avait fait. Voilà. Donc finalement, en une demi-journée, il y a à la fois le côté sur votre travail et la production.
les Ouais, élèves. En demi-journée, on a vraiment le temps de tout faire et pas dans la précipitation. Ouais. On a de la chance parce que Vanessa y est, elle est de notre département. Donc voilà, je suis pas pour loin. venir, elle n'est pas très très loin. C'est Palaiseau, Oui, je suis à ça Palaiseau. Voilà, Ouais. Palaiseau. Ouais. Donc, lui, il ressemble à un des albums. Ouais, ça c'est l'opéra volant. On a travaillé sur l'opéra volant. Et puis aussi, dans le cadre de la Dame à la licorne, j'avais fait un long... Alors là, c'était plus long, c'était à Chaumont. Je suis allée faire plusieurs rencontres, au moins 6 rencontres avec les classes sur toute l'année, en fait. Et on a fait un gros travail sur les lettrines. Donc on est parti, on a travaillé sur l'album de la Dame à la licorne, et après on a travaillé sur les lettrines. Donc il y a eu toute une partie atelier où là ils ont vraiment dû faire leurs crayonnés, leurs esquisses, c'est-à-dire leur montrer qu'avant de faire une image en couleur, il y a un temps de réflexion où pareil, donc là ils ont tous maintenant beaucoup ont des tableaux numériques dans les classes, donc on apprend aussi à aller chercher de la documentation. Ça, c'est intéressant aussi, leur montrer comment chercher, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins. Voilà, donc ça aussi, on a pris là, on avait vraiment plus de temps. Et puis, moi, je leur avais apporté aussi... j'avais fait des impressions de lettrines pour leur montrer tout ce qui était possible. Voilà, que ce soit des lettres décorées, que ce soit des personnages en forme de lettres. Donc ça, ils ont été très libres aussi de s'inspirer directement. Voilà, donc on avait fabriqué les petits carnets. Ils avaient fabriqué leurs carnets et ils devaient, avant de passer à la réalisation en couleur, ils devaient me faire des pages avec plein de propositions différentes, de lettrines différentes. Voilà, c'était un peu l'idée. C'est de dire que à quoi tu penses, mais peut-être que tu peux imaginer un peu mieux, peut-être que tu peux retravailler ça, donc leur montrer que c'est pas ça se fait pas comme ça, mais qu'on réfléchit, on prend du temps, on se trompe aussi, on recommence, voilà. Et ça c'est un peu des résultats des lettrines. Donc ça c'était des CE2 et des CM1. Voilà, donc là ils ont travaillé vraiment tout seuls, à partir de leur crayonné. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment partis de leur petit crayonné et ils ont essayé de le reproduire. Voilà. Et ça, c'était un autre atelier. Là, en grand format, on avait fait ce qu'on appelle un passe-tête. Vous voyez, ce qu'on trouve dans les fêtes foraines. Donc, pour un grand personnage avec au niveau de la tête, il y a un trou. On va le voir à la fin. Et là, c'était aussi sur plusieurs jours. On a fabriqué et donc là, c'est pareil. Ils sont partis d'un petit dessin. Tous les enfants ont travaillé, il y avait une vingtaine d'enfants, c'était dans un centre de loisirs, ils ont travaillé sur ce qu'on pourrait faire comme passe-tête, et puis après on a voté pour le dessin préféré, et tout le monde a travaillé sur le dessin. On a agrandi au carré pour agrandir le dessin vraiment à la bonne taille, on a décalqué, on a découpé, ils ont fabriqué leur fond, et voilà, ils ont collé, donc ça c'était aussi un... Voilà, là, on sort vraiment de l'album, mais voilà, c'est aussi... ça, c'est vraiment autour d'un album, de l'opéra volant dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, j'avais fait des... voilà, tout ce qu'on peut faire en classe. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques justement par rapport aux interventions dans les écoles, dans les classes sur... je pense qu'il y a un beau panel de ce qui peut être fait, parce qu'on peut rester autour du livre, on peut aller vers tout ce qui est technique plastique. Là, il y a même des choses autres finalement il y a plein d'autres choses. Je sais qu'à Bure, l'année dernière, à Bure-sur-Yvette, là je suis intervenue pour faire là on a fait un livre en fait avec 4 classes on a fait 4 albums aussi sur plusieurs séances dans l'année. Voilà, ils ont choisi le thème. C'était le thème du cirque, donc là c'était vraiment, ils ont travaillé à la fois, ils sont allés au cirque, ils ont fait du sport, ils ont fait des arts du cirque, on a dessiné, on a récolté tout un imagier autour du cirque, et après ils ont écrit un texte avec leur enseignant autour du cirque, et moi je suis venue aussi pour, on a fait toutes les étapes. Là, je les ai vraiment fait travailler sur toutes les étapes, de crayonné, de chemin de fer, de mise en page. Voilà. Donc ça a été sur 4 séances, 4 demi-journées avec les classes. Voilà. C'est chouette de se dire qu'en 4 demi-journées, on arrive à faire un album. Alors bien sûr, avec un travail en parallèle de l'enseignant, etc. Mais voilà, qu'il y a eu une finalisation qui est dans un temps restreint. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ?
que nous, on a fait à peu près le tour Oui. de ce qu'on souhaitait évoquer, en tout cas, avec vous, autour des livres, autour de l'illustration cette fois-ci. Ouais. Si c'est bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On vous remercie beaucoup. Eh ben, merci à vous. Merci. Et puis, on vous laisse. Voilà, s'il y a des questions qui arrivent entre-temps, n'hésitez pas. Il y a la salle pour ceux qui sont ici avec nous, où on a les livres qui sont à disposition pour les regarder et éventuellement les acheter. Merci beaucoup. Ah ben, merci à vous. Merci. Merci à Vincent, merci à Stéphane. Oui, merci. Ouais, je sais pas combien de temps ça a duré du coup. On est quasiment à 2 heures. Ouais, c'est bien. Et quand vous découpez, c'est comme aussi. Oui. Un peu plus, une heure ou 5 minutes, vous savez, les petits scalpels. Mais j'ai vraiment des ciseaux de broderie en fait. s'appelle Soif. Soif chez Mongo Jeunesse. D'accord. On peut trouver facilement. Soif chez Mongo Jeunesse, super.